Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de RH sans filtre. J'ai très envie là de te parler du pouvoir. C'est un vaste sujet et là c'est le pouvoir du RH, alors particulièrement du DRH, mais pour les DRH en devenir éventuellement, ça peut être un épisode utile. Donc là c'est clairement reprenez votre pouvoir. Donc là, c'est pas, voilà, je vous sors pas un slogan, j'ai vraiment envie de faire appel voilà, à ta maturité professionnelle et que tu te positionnes vraiment, voilà, imagine ton poste, imagine ton futur poste et que tu as un regard, ouvert sur ce que je vais dire et tu prends ce que tu veux. Tu prends ce qui te parle. L'objectif là, c'est pas d'être accusatrice, d'être dans le jugement, ni de victimiser, surtout pas, c'est pas du tout mon genre. C'est en fait de te faire passer le message que tu as plus de pouvoir que tu ne l'exerces et probablement plus de pouvoir que tu ne l'imagines. Pour moi, il y a un mythe qui est le mythe de l'impuissance du RH. C'est par exemple le RH qui se plaint voilà, on nous écoute pas, on n'écoute pas les RH, on n'est pas mis au courant des sujets, le codir décide sans nous, nous on est juste des fonctions support et on est traité comme un centre de coût. Là, donc là pour moi c'est un peu le mode de victime des RH. Pour moi le pouvoir du DRH, il n'est pas hiérarchique, il est beaucoup plus puissant que ça parce qu'il est systémique. Le RH, il influence tout. Il sait qui entre dans l'entreprise, il sait qui en sort, il sait comment on manage, comment on sanctionne, comment on récompense, comment on structure. C'est pas marginal tout ça, c'est hyper central. Si tu ne pèses pas sur tout ça, c'est que la posture, elle n'est pas alignée. Et le RH, pour moi, il est au centre de tout. Et c'est pas en théorie. Le RH est au centre de tout. Le problème, c'est que vu la posture, vu ses croyances, vu la façon dont il exerce son pouvoir, et c'est pas un mot, c'est comme l'ambition, c'est pas des gros mots, et ben on l'oublie et il n'est plus au centre de tout. On perd le pouvoir en fait. Je pense que les RH perdent le pouvoir à certains endroits. Donc par exemple, un RH perd le pouvoir quand il parle de bien-être plutôt que de parler de performance durable. En fait, là, je vais parler aussi un petit peu de choses qui vont peut-être te piquer parce que oui, c'est hyper important les humains et moi, je suis la première. J'étais une DRH extrêmement humaine à toujours vouloir travailler sur le sens, sur le bien-être. Alors, je ne pense pas que l'entreprise soit faite pour rendre les gens heureux. Donc, c'est pas ma responsabilité de RH ou de l'entreprise de te rendre heureux. Par contre, il y a une contribution énorme au bien-être, voilà, à vouloir être bien dans son job et tout ça. Donc, tous les gens qui me connaissent pourront témoigner de ça. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que si tu fais pas un peu de politique, et c'est pas non plus un gros mot, et ben dans ces cas-là, tu vas passer à côté de ton poste et de tout ce que tu peux amener, comment tu peux exercer ton pouvoir. Voilà, pouvoir au sens je peux, pour le bien-être des collaborateurs, de l'entreprise. Donc, si tu parles de bien-être, c'est génial. Mais si tu parles que de bien-être sans parler de performance durable, on va pas t'écouter. Si tu proposes juste des diagnostics, genre ah ben là, il y a le taux d'absentéisme augmenté, ou oh là là, il y a de plus en plus d'arrêts de travail, les gens vont mal, on sait que bidule les machins sont en arrêt, ils ont craqué. Mais que si tu fais pas de recommandations derrière, ok, donc ils vont mal, ok. T'attends d'être invité dans les réunions stratégiques? Impose-toi. Dis que tu as besoin d'y être. Attends pas d'être invité. Le RH a quand même cette petite tendance à vouloir quelque chose et puis faire la victime quand il ne l'a pas, plutôt que d'aller le réclamer. Il est possible aussi, le RH peut perdre le pouvoir quand il cherche l'harmonie. Donc c'est génial, mais c'est souvent au détriment de la vérité. J'ai fait un épisode sur la vérité. Et je pense qu'aussi, on est un RH de pouvoir, donc qui peut, à partir du moment où on est capable de dire la vérité, de montrer les choses telles qu'elles sont.
Et on a beaucoup de RH aussi qui évitent le conflit parce que ce qui est important pour eux, c'est d'être aimé. Je suis RH, je dois être aimé. Les gens doivent m'apprécier. Et en fait, c'est aussi ça qui pose souvent problème au RH, le côté cul entre deux chaises, là, dont on a déjà parlé. C'est que je veux être aimé de la direction, je veux être aimé des collaborateurs. Mais un RH, il n'a pas forcément à être neutre. D'ailleurs, moi, j'y crois pas à ça. Il y a des moments où toi, tu es juste. Donc, si tu as cette notion de justice et de justesse et d'équilibre, tu vas te positionner là où tu peux. Alors, être complètement neutre, pour moi, c'est impossible. Et puis, alors, complètement impartial, très difficile. Mais si tu as ce sens de la justice et de la justesse, tu vas te positionner à l'endroit qui te semble le plus juste. Ce qui veut dire que parfois, tu vas plutôt défendre un collaborateur ou un groupe de collaborateurs. Et parfois, ce sera plutôt l'entreprise, plutôt la direction, les managers, le système, on va dire, sans forcément opposer l'un à l'autre. Mais quand on a une neutralité un peu molle comme ça, un peu consensuelle, on ne crée pas d'influence. Clairement, on ne crée pas d'influence. En tout cas, pas de mon point de vue et de ce que j'ai expérimenté. Alors moi, j'ai jamais été vraiment très molle comme RH, comme DRH. Mais de ce que j'ai observé, j'en ai connu plein, j'en connais plein des DRH, quand c'est quelque chose d'un peu mou comme ça finit en, ben voilà, le RH, il sert à rien, il est dans son bureau, c'est un administratif, c'est un exécutant, voilà, on entend ce genre de choses. Et c'est parce qu'on a des RH qui n'osent pas prendre position, qui ont peur d'être rejetés, de ne pas être aimés, etc. Enfin, tout ce que j'ai dit avant, et qui n'osent pas prendre leur place aussi. Pour moi, reprendre le pouvoir, ça ne veut pas dire devenir dur, ça ne veut pas dire non plus, surtout pas d'être arrogant. Ça veut dire, dans le sens noble du terme, je veux dire, devenir un peu politique, dans l'intérêt commun. Pas pour soi, pas pour son ego. C'est pas une question d'ego, là. C'est vraiment une question de qu'est-ce que je veux apporter à l'entreprise. Et donc, là où le RH est systémique, c'est qu'il est supposé avoir la vision de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Et donc, il peut influencer positivement en disant oui, mais là, vous n'avez pas pris en compte ça. Voilà, le RH, il devrait connaître tout ce qui se passe dans l'entreprise et donc s'intéresser au business. C'est ça aussi. Pour reprendre le pouvoir, tu dois t'intéresser au business et parler business. C'est une langue à part. Tu dois parler business couramment. Ça veut dire que tu ne vas pas juste expliquer que le taux d'absentéisme a augmenté. Tu vas dire combien ça coûte. Tu vas dire aussi que si on fait telle action, voilà ce que les dégâts, les risques qu'on prend en moins. Voilà le retour sur investissement qu'on a si on met en œuvre tel projet. Parce qu'aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Parler business, comprendre le business, donc s'intéresser au business. Ensuite, pour reprendre le pouvoir, tu dois nommer le risque. Clairement, c'est ça dont je parlais aussi, la vérité. Tu dois dire les choses qui sont en train de se passer. S'il y a un énorme risque de quelque chose, nomme-le. On ne tourne pas autour du pot. On dit les choses. Il y a un risque de grève, il y a un risque pénal, il y a plein de risques. Le RH, il gère énormément de risques. Il faut les nommer et les quantifier. Parce qu'en général, c'est aussi ce qui est attendu. Pour moi aussi, reprendre son pouvoir, c'est tenir une position même quand elle dérange. Ça veut dire, tu es convaincu de quelque chose. S'il y a des détracteurs, et notamment par exemple dans le CODIR, c'est pas grave. Si tu es convaincu de ce que tu es en train de dire, défends-le. Vas-y, continue. Et si tu as ton PDG qui te suit, tu vas y arriver. Et si ton PDG ne te suit pas, va lui parler business, va lui parler chiffres, va lui parler des gens et va lui expliquer pourquoi il a tout intérêt à le faire. Sois une personne de conviction. Et en fait, on a beaucoup de RH qui s'éteignent petit à petit. Ils s'éteignent complètement. Moi, ce que je te recommande aussi pour garder ou pour reprendre un petit peu ton pouvoir, donc toujours pour être en capacité de faire des choses, parce qu'il faut bien comprendre que je ne parle pas d'ego, hein, je parle de la capacité après à faire des choses et à influencer ce qui se passe. Refuse de te diminuer pour être accepté. L'objectif, c'est pas d'être aimé. L'objectif, c'est de faire avancer l'entreprise et les collaborateurs. Et moi, j'ai toujours été une DRH qui mettait au centre de l'entreprise les collaborateurs. J'étais pas toujours suivie dessus. D'ailleurs, parfois, on m'a dit que j'étais trop pro collaborateur, même si j'étais très orientée business.
J'ai essayé de trouver l'équilibre, c'est pas toujours simple, mais ce que je veux te dire, c'est que j'avais des convictions et j'ai toujours refusé de, de, de me diminuer pour être acceptée. Si j'étais pas aimée, tant pis. D'ailleurs, je me suis déjà fightée avec des membres du CODIR. Alors, ça veut pas dire qu'ils ne m'aimaient pas. Là, c'est pas une question de personne. Ils n'étaient pas forcément d'accord avec moi. Je sais que parfois, j'allais trop vite. Je ferai peut-être un autre épisode sur ça, sur la personnalité que je vois chez beaucoup de RH. Mais on n'est pas là pour être aimé, en fait. Et je pense qu'à partir du moment où on commence à s'en foutre un peu du regard des autres et tout ça, et qu'on est concentré sur sa mission, et qu'on sait que même si ce qu'on est en train de décider n'est pas populaire, mais que ça va faire du bien, et si on a la conviction que c'est la bonne chose à faire, je pense qu'il faut y aller. Pour moi, en fait, le respect que tu vas obtenir, et c'est ce que j'ai observé de ma propre expérience, il va venir de la cohérence. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on reproche souvent d'ailleurs aux chefs d'entreprise ou même au système en général, c'est de manquer de cohérence. Ça, c'est un des piliers du sens. Le manque de cohérence, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement difficile à gérer pour les collaborateurs et pour soi. Moi, je sais qu'en tant que DRH, j'avais besoin de cette cohérence et donc je faisais tout pour moi être cohérente, même si c'était impopulaire parfois, même si j'ai dû aller au combat à certains moments, ben, j'y suis allée. En fait, je me suis battue, j'y suis allée et parce que j'avais ces convictions, j'ai embarqué des gens avec moi. Voilà. Maintenant, je vais te poser 3 questions pour... voilà, l'idée, toujours, c'est éventuellement, si ça te dit, c'est de t'aider à avancer. Donc, je vais te poser 3 questions. Première question que tu peux te poser, c'est où est-ce que tu te tais alors que tu devrais parler? Je ne vais pas les commenter, je te laisse juste avec ça. Où est-ce que je me tais alors que je devrais parler? Où est-ce que je minimise un problème que je vois très bien? Et où est-ce que je cherche la validation plutôt que l'impact? Tu peux te poser ces questions dans ton entreprise. Tu peux te poser ces questions aussi si tu es en recherche de poste, par exemple. En fait, dans tous les domaines, tu peux te poser ces questions. Mais là, si tu es focalisé sur l'entreprise, sur vraiment ta posture en tant que DRH, sur le pouvoir que tu veux exercer, c'est des questions intéressantes. Pour finir, ce que je voudrais te dire, c'est que pour moi, t'es pas victime du système. T'es une pièce maîtresse. Et si tu t'imprègnes de ton rôle, si tu le vois comme pas quelque chose d'égotique, c'est pas je suis au centre parce que je suis la meilleure personne, non, c'est parce que c'est ton rôle de savoir, de coordonner, de diffuser, de voir les signaux faibles. C'est comme si, en fait, toi, tu prenais énormément de recul. Imagine ton entreprise, tu montes très haut et tu vois tout ce système d'en haut. Et donc, tu vois les liaisons, les connexions, les problématiques et tu peux proposer des solutions. Et en fait, en tant que pièce maîtresse, bah, tu as le choix soit d'en prendre conscience et de jouer grand et juste, soit de continuer à te minimiser, de jouer petit. Et dans ces cas-là, alors là, je sais que ça va pas te plaire, mais bah, d'assumer les conséquences des choix que tu ne fais pas. Voilà. J'avais envie de te partager ça parce que j'ai vraiment remarqué qu'il y a un petit côté chez les RH avec qui je parle, au bout d'un moment, d'être un peu dans la victimisation. Je sais que le système est dur, j'ai été en plein dedans, donc je sais comment ça peut être très difficile, je sais qu'on nous met des bâtons dans les roues, mais à partir du moment où tu continues à faire le choix d'être RH, tu sais, si tu sors du déni, tu sais qu'il y a ce genre de choses. Et donc, soit tu es capable d'affronter tout ça parce que tu as ces convictions, parce que c'est le métier que tu as envie de faire et que tu te dis je suis prêt à le faire. Et si tu n'es pas prêt, tu peux te faire accompagner parce qu'il y a des choses qui s'apprennent aussi, tout simplement. Voilà, moi j'ai appris énormément de choses avec les années, avec des formations, avec du coaching. Soit en fait, tu es très désabusé, tu penses que le monde il est trop dur et tout ça, et peut-être que tu n'es plus fait pour faire ça, ou plus de cette façon. Ça te confronte un petit peu aussi à ce que tu es prêt à donner, ce que tu es prêt à faire.
de l'énergie que tu as envie de dépenser pour ça. Et je te le dis encore une fois, un RH pose ses limites. Pour moi, un bon RH sait poser ses limites. Il sait dire non. Il sait remettre chacun dans son cadre. Si tu es capable de voir les choses avec de la hauteur, tu es capable de remettre chacun dans son cadre en influençant. Je vais te donner vite fait un exemple. Imaginons, tu as un gros bordel. Tout le monde a, tout le monde a tous ses sujets et c'est un énorme marasme de trucs à gérer. Et toi, tu as ton cadre. Mais chacun a son propre cadre. Si tout ce marasme-là, si tout ce fouillis, tu essaies de le faire entrer que dans ton cadre et que tu rends jamais aux autres ce qui leur appartient, toi, tu vas exploser déjà et tu vas habituer le système à faire à la place des autres. Le jour où tu arrêtes, le jour où tu poses tes limites, alors ça se fait pas comme ça, il y a des façons de le faire, c'est toujours pareil. Et attention à mettre de la nuance. Voilà, je pense que c'est important de le faire correctement, mais c'est pour que tu aies cette image. Si un moment, tu arrêtes de dire oui tout le temps, que tu renvoies chacun à ses responsabilités et que du coup, tu te préserves aussi de ton énergie, de ton temps et tout ça, déjà, tu vas te sentir mieux. Tu vas avoir du temps pour être plus stratège, justement. Tu vas avoir du temps pour mieux observer, pour comprendre ce qui se passe, pour prendre ta place. Et les autres, ils vont être obligés de se reconfigurer et c'est le système qui va se réorganiser autour de toi, plutôt que toi, tu passes ton temps à absorber. Je connais une personne qui, au début de son poste, avait des horaires classiques. Voilà, je ne vais pas te donner d'horaires, mais en gros des horaires classiques de bureau d'un cadre. Cadre presque dirigeant, on va dire, vu l'organisation. Donc avec beaucoup de responsabilités, tout ça. Et puis un jour, on lui file un dossier en plus. Et il dit oui. Sauf que c'est du travail en plus, il avait déjà un temps plein. Donc il bosse 1 heure de plus par jour. Et après, on va encore lui donner un truc. Et il rajoute encore 1 heure. Ainsi de suite, ainsi de suite. Cette personne, aujourd'hui, elle bosse de 7h30 du matin à 23h. C'est-à-dire qu'elle rentre chez elle le soir, elle se reconnecte, elle éteint le PC à 23h, 23h30. Et parfois, elle se reconnecte le week-end. Là, j'ai envie de te dire, mais est-ce que c'est une vie ? En tout cas, c'est clairement pas la vie que cette personne a envie de vivre. Sauf que c'est pas le système qui va changer là comme ça si on continue à faire toujours la même chose. Si je continue tout le temps à dire oui, il n'y a aucune raison que le système y change. Le jour où je commence à poser mes limites et à dire non et à revenir à quelque chose de plus normal, et en fait, bien sûr que là, quand on l'a fait pendant des années, il y a une phase d'adaptation, mais c'est le système qui se réorganise autour de ça. Et surtout, moi, si j'étais en train de vivre ça et que je retrouve une vie, je vais retrouver de l'énergie, je vais me sentir mieux et c'est un cercle vertueux. Ce que je voulais te dire par là, c'est tu n'es pas une victime, tu as le pouvoir de vivre ce que tu as envie de vivre et tu dois aussi accepter que si ce que tu as envie de vivre n'est pas compatible avec l'entreprise, par exemple, dans laquelle tu es, parce que, par exemple, tu es en conflit de valeurs total avec ton manager, avec ton PDG, pose-toi la question de combien de temps tu veux vivre encore ça. Qu'est-ce qui va se passer si tu ne fais rien dans 6 mois? Voilà, ça ne veut pas dire quitte ton entreprise. Ça veut dire sors du déni, pose-toi des bonnes questions et prends ta place. Et peut-être que quand tu vas décider de prendre ta place, certaines choses vont bouger aussi. Voilà. Et je veux surtout pas que tu imagines que je simplifie le problème, parce que j'ai vu la complexité, j'ai été en plein dedans. Mais je te garantis que tu as des marges de manœuvre. Et après, ce sera à toi de voir si ces marges de manœuvre te semblent suffisantes et si elles ne le sont pas, à en tirer les conséquences. Voilà. J'ai conscience que tout ça, ça peut être un peu bizarre ou peut-être flou. Ça veut dire, mais comment on fait? Il y a plein de façons de faire et tout ça, c'est vu beaucoup de façon individuelle. Là, c'est pas comme ça où je balance des trucs. Ça dépend des situations, ça dépend d'énormément de choses. Donc, si tu as besoin d'en parler, tu sais que je fais de l'accompagnement individuel. Voilà, donc un message. Je te mets mon adresse mail sur la description. Donc, on peut en parler et voir si c'est pertinent. Et sinon, en tout cas, si tu as envie d'avancer seul, je te pose vraiment la question de donc voilà, pose-toi les 3 questions que je t'ai posées. Donc, je te les rappelle. Où est-ce que je me tais alors que je devrais parler? Où est-ce que je minimise un problème que je vois très bien? Où est-ce que je cherche la validation plutôt que l'impact? Et avec ces 3 questions, pose-toi, voilà, donc réponds à ces questions et demande-toi qu'est-ce que tu peux changer concrètement pour faire évoluer ta situation et arrêter, si tu te considères un peu comme victime de tout ce qui se passe, reprendre ton pouvoir parce que tu es capable. Voilà. Et parfois, quand on ne l'est pas,
c'est bien aussi de se faire accompagner. Alors là, pas forcément d'un coach, hein, ça peut être aussi si on est au bord du burn-out, si on a des problèmes psy, aller se faire aussi accompagner par un psychologue ou voilà, par, peu importe la médecine qui nous parle, voilà, ou avec un coach si c'est la personne avec qui on a envie d'être accompagné. Voilà ce que je voulais te partager et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode, en espérant que celui-là, t'aura été utile. Salut!